Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes toutes premières impressions au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Alors celui qui se trouve derrière moi, je dis bien celui parce qu'il s'agit d'un SUV, eh bien c'est le plus gros véhicule jamais produit par la marque Smart, le hashtag 5. Alors on va faire un petit tour à l'extérieur, à l'intérieur, le coffre, les places arrière, les places avant, le tableau de bord et puis mes toutes premières impressions au volant de cette voiture durant ce premier trajet qui risque d'être un petit peu long d'ailleurs, j'aurai le temps de tester pas mal de choses, j'ai pas encore le kilométrage exact, on verra ça dans un instant à bord. Bon, on s'intéresse pour commencer à l'extérieur, un extérieur qui ne manque pas de personnalité. Allez, c'est parti. Et concernant l'extérieur, il y a pas mal de choses à dire. Alors sachez que cette voiture d'essai, vous avez beaucoup vu la Brabus dans les essais presse. Ici, c'est pas la version Brabus, c'est la version Summit, c'est-à-dire la version de lancement, en édition limitée, version Summit qui est très intéressante, qui marche plutôt bien d'ailleurs, m'a-t-on confié chez Smart, et pour cause, ça se rapproche pas mal du concept car qui annonçait ce Smart hashtag 5, ceci expliquant peut-être cela. Alors dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le trouvez ce Smart hashtag 5. Moi je trouve que à l'avant il y a un petit air, je trouve, de Jeep. Alors chez Jeep c'est dans l'autre sens, mais voilà, il y a un petit côté baroudeur assumé, certainement si on compare cette voiture du point de vue de son look à son cousin technique, c'est-à-dire le Zeekr 7X qui a une ligne beaucoup plus consensuelle, qui fait beaucoup moins baroudeur que ce Smart hashtag 5 que je trouve assez réussi. En tout cas, il a de la gueule, on peut pas dire qu'il ressemble à tous les autres et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur le côté, on a des poignées qui sont escamotables. Et si on va faire un petit tour vers l'arrière, on a le logo Smart ici, bien visible. Et puis à l'arrière, on retrouve ce même principe de petits feux LED horizontaux, notamment en dessous du liseré rouge également. Et puis les feux ici à l'arrière. Alors l'ensemble, c'est vrai, est plutôt massif. Qui dit massif dit peut-être lourd. Et donc peut-être au niveau de l'autonomie, finalement, j'aurai une surprise qui ne sera pas forcément une bonne surprise cette semaine. D'où l'intérêt de tester ce véhicule, non pas là, juste sur un premier trajet, comme je vais le faire pendant quelques dizaines de minutes, mais bien pendant une semaine pour avoir une vision assez réaliste de la consommation pour ce qui est en tout cas de mes habitudes. Je vous propose d'aller faire un petit tour dans le coffre à présent qu'on annonce particulièrement généreux. Pour l'ouverture, alors il faut le savoir, ça se passe ici très intelligemment sur le centre du A de Smart. Voilà, j'ai déjà glissé mes petites affaires à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ? Pas mal de petites astuces en termes d'ergonomie, on détaillera ça dans le grand essai. On a un plancher, alors des belles finitions déjà, et puis un plancher qui est ici à hauteur du seuil de chargement mais qu'on peut descendre également. Et puis on a encore un bel espace là en dessous. Ici la petite tablette avec l'enrouleur et la banquette arrière. Banquette arrière, on le voit, il y a un petit espace ici, vous voyez, parce que la banquette arrière elle est inclinable, le dossier de la banquette arrière est inclinable de manière électrique. On verra ça là aussi dans le grand essai. À l'arrière, qu'est-ce que ça donne? J'ai réglé déjà le siège conducteur pour mon 1,90 m. Je m'installe à l'arrière et la place, elle est royale. J'ai les cuisses qui reposent quasi entièrement sur la banquette arrière, ce qui n'est pas toujours le cas avec les véhicules électriques puisque la batterie est dans le plancher. Donc c'est vrai que parfois on a le plancher qui est un peu haut et quand on est grand, on a les genoux dans les oreilles, ce qui n'est pas très agréable. Ici, ce n'est pas le cas. Le plancher, il est quasiment plat, il y a une bosse mais relativement imperceptible ici, donc pas de problème pour caser les pieds pour ce qui est du passager central arrière. Et puis on a des connectiques ici, à l'arrière de la console centrale, deux prises USB-C avec une des deux, vous le voyez, qui peut délivrer 60 watts, ce qui est bien si on veut travailler avec son ordinateur ici à l'arrière. Il y a de la place et il y a de quoi connecter son ordinateur portable. On va aller faire un petit tour maintenant à l'avant et découvrir le tableau de bord de ce Smart hashtag 5. Et ce qui impressionne à l'avant, c'est cette double dalle, ce double écran, deux grands écrans. Un pour le conducteur, ce sera l'interface d'infodivertissement ici à gauche. Et puis un pour le passager, un écran passager qui n'est pas présent, attention, sur la version de base. Donc là, il faut bien se renseigner si vous le souhaitez absolument. On en détaillera le contenu dans le grand essai et je vous dirai si ça vaut la peine ou si c'est un petit peu gadget. L'interface qui a été revue également. On a une belle fluidité aussi, hein. J'ai déjà pu m'en rendre compte en connectant mon téléphone. Voilà.
superbe fluidité, franchement c'est vraiment bien. Alors la fluidité c'est super, mais est-ce que tout ça est ergonomique? Eh bien j'aurai l'occasion de m'en rendre compte durant ce premier trajet et certainement durant le grand essai. Alors devant le conducteur, le volant typique Smart, on a ensuite l'écran instrument et on a également un affichage tête haute que je ne vois pas allumé. Ah si, il est allumé, vous ne le voyez sans doute pas, mais je vois le petit P à travers le pare-brise. Les finitions qui sont vraiment très bien, ça m'a l'air vraiment bien construit ici. Partout où on va poser les yeux, on aura des belles surfaces, on aura un beau travail au niveau des matériaux. L'ensemble est construit de manière extrêmement sérieuse, en tout cas ça en a l'air. Et regardez ces petits soucis du détail au niveau du style, je trouve ça vraiment bien. Bon, on sait qu'il y a une co-entreprise avec entre Geely et Mercedes pour construire ce Smart #5, pour construire les Smart de nouvelle génération plus globalement, et ça se voit un petit peu ici avec l'esprit Mercedes et ses commandes de siège sur le haut de la portière. Des belles finitions, je le disais, un petit bouton pour ouvrir la portière, voilà. Et puis cette console centrale qu'on va retrouver ici avec un espace encore là en dessous, là où se trouve la connectique. Ça s'annonce vraiment pas mal. Je suis très agréablement surpris au volant de ce Smart #5. Alors j'espère que ça va durer, évidemment. J'espère être conquis par l'ergonomie notamment proposée par cette voiture, les aides à la conduite également. J'espère que la consommation sera pas trop élevée au terme de cette semaine. Bon, en attendant, je vous propose de démarrer ce premier trajet. Je vais installer mes petites caméras et on est parti. Allez, c'est parti. Je viens d'entrer ma première destination dans le système d'infodivertissement. J'utilise Waze en l'occurrence ici via Apple CarPlay et effectivement on a un long premier trajet puisqu'il va faire 115 km. C'est parti donc pour 115 km. Alors le commodo de droite, c'est le sélecteur de vitesse. Les compteurs partiels sont à 0 histoire d'avoir une vue la plus réaliste possible une fois qu'on sera au terme de cette semaine d'essai concernant entre autres la consommation. Alors je pense que j'ai activé la fonction S-pédale, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé S-pédale, qui correspond à la conduite à une pédale, et je remarque déjà, alors ça va jusqu'à l'arrêt complet, mais je remarque déjà que il y a une petite latence au moment où je lève le pied de l'accélérateur par rapport au fait de commencer à ralentir. Alors concernant le son du clignotant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ils ont fait dans l'originalité chez Smart. Je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire. Ah, et le son du clignotant se met davantage d'un côté ou de l'autre, selon que vous clignotez à gauche ou à droite. Ça c'est rigolo. Et alors là, du coup, je suis dans les embouteillages et j'ai bien l'occasion de tester la conduite à une pédale. Et oui, effectivement, quand on lève le pied à très basse vitesse, comme c'est le cas maintenant, voilà, je lève le pied et ça ralentit. Donc il faut un petit peu plus anticiper. Je suis pas fan, moi je préfère quand c'est direct, ça permet de mieux doser la pression sur la pédale d'accélérateur. Je préfère quand la réaction elle est plus directe, parce que le fait d'avoir cette petite latence, c'est moins intuitif, du coup on a moins le contrôle direct sur ce qu'on est en train de faire avec le pied droit. Alors distraction, conduisez prudemment. Alors j'essaye simplement de régler le chauffage, voilà. Alors là, on accélère. Donc on a deux moteurs sur cette version ici, un à l'avant, un à l'arrière, une puissance qui est très confortable, hein. Je n'ai pas les détails techniques là à vous proposer, mais ce sera évidemment le cas dans le grand essai, vous aurez tous les détails techniques, et un confort qui me semble plutôt pas mal. J'ai le pied gauche qui a trouvé sa place sur le repose-pied là à gauche, je suis bien calé dans les sièges, j'ai senti qu'il y avait un petit réglage lombaire ici disponible. Alors concernant les bips en tout genre, comment faire pour les couper? Puisque là c'est limité à 70, à 70 et j'étais à 71, aïe aïe aïe, 71, et donc forcément ça bip, hein, donc c'est un peu agaçant. On m'a dit, on m'a confié dans le garage quand j'étais là chercher qu'il n'y avait pas de raccourci sur le volant, donc c'est pas la peine d'en chercher. Il faut aller dans les réglages de la voiture qui se trouvent ici, et distraction, conduisez prudemment. Donc ça m'agace déjà. Alerte, fatigue conducteur, alerte, vigilance. Donc ça déjà, on va supprimer. Voilà. Ok. Alerte de limitation de vitesse active. Ça, on va supprimer aussi. Voilà. Donc pour couper tous les bips, etc., il faut aller dans aide à la conduite, assistance.
c'est un peu fastidieux. Cela dit, apparemment, quand on a un compte connecté, etc., ce qui n'est pas possible pour moi, parce que c'est un peu compliqué sur la voiture de presse, mais quand on a un compte connecté, apparemment, tout ça peut être gardé en mémoire. Mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment en mémoire, ou s'il faut quand même faire quelque chose à chaque démarrage si on le souhaite. Alors la sensibilité du maintien dans la voie est réglable. On va la mettre sur faible. Sensibilité faible, a priori ça veut dire que je ne serai pas dérangé tout le temps. J'espère en tout cas. Alors maintenant ça bip, garder une distance de sécurité. Ça bip un peu trop quand même, non? Je suis en train de la découvrir, je m'adresse à vous, donc forcément je détourne le regard, je suis beaucoup sur l'écran, en même temps tout est sur l'écran. Donc je n'ai pas une utilisation normale. Donc c'est vrai que ce qui m'agace là maintenant pourrait ne pas m'agacer dans les prochains jours, durant cette semaine d'essai, parce que forcément je ne vais pas être tout le temps en train de gesticuler dans la voiture. En utilisation normale, a priori, je vais regarder devant moi. Je serai moins distrait, etc. etc. Là c'est l'alerte de distance de sécurité qui bip. Alors j'imagine que ça, je vais pouvoir le régler également. Ah ouais, la sensibilité de l'alerte de collision frontale, elle est réglée sur faible. Donc ça veut dire qu'a priori je devrais être moins dérangé. Or là j'ai l'impression que c'est réglé sur fort, que dès que je me rapproche de la voiture qui est devant, en étant encore à relativement bonne distance, ça bip. Bof bof. En fait je suis en train de switcher de la sensibilité faible à la sensibilité élevée par rapport au véhicule qui précède, et ça change pas grand chose. Là en l'occurrence je suis juste derrière et elle dit rien. Ah si, là maintenant elle dit. Bon, c'est un peu étrange. Alors, ce qui est vraiment pénible, c'est que ça sonne quand vous vous rapprochez de la voiture qui est devant, ok, quelques fois, alors que c'est bon, vous avez compris, vous avez levé le pied de l'accélérateur, la voiture a repris un peu de distance par rapport à celle qui précède, mais non, ça sonne X fois, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un peu dommage. Concernant le confort, franchement, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne, c'est sympa. Et on a une sensation d'espace à bord de ce véhicule, de largeur en fait, qui est assez impressionnante, notamment grâce à mon avis aux deux écrans là. C'est très confortable, c'est très convivial en fait. Alors concernant les aides à la conduite, le régulateur de vitesse adaptatif, la conduite assistée, ça se passe ici, je pense, de manière assez intuitive. 105, 110, 115, 120, voilà. Avec le maintien au centre de la voie de circulation, donc on a la conduite assistée sur cette voiture évidemment. Est-ce que ça fonctionne correctement? Ça m'a l'air plutôt convaincant au niveau de la maîtrise du maintien au centre de la voie de circulation. Voilà, il y a une voiture devant que je rattrape qui roule moins vite et la voiture s'adapte de manière assez souple. Alors veuillez tenir le volant. On n'a pas l'air d'avoir un volant capacitif sur cette voiture. Non, clairement pas. Voilà, ça insiste, tenez le volant. Voilà, je dois secouer un petit peu le volant pour supprimer l'alerte tenir le volant. Alors ça c'est pour le test, je l'ai laissé faire, j'avais les mains hors du volant, ce qui n'est pas conseillé évidemment. Alors si je garde maintenant les mains sur le volant, ce qu'il faut faire normalement, est-ce que le système est bien réglé? Est-ce qu'avec les différents capteurs et caméras, eh bien, elle constate que j'ai les mains sur le volant, et donc est-ce que je pourrais m'épargner les remontrances? C'est ce qu'on va savoir. Alors là je vois qu'elle affiche « Veuillez tenir le volant ». Ouais, et ça s'efface. Donc a priori, les micro-mouvements qui sont induits par le fait d'avoir les mains sur le volant sont suffisants. Je ne dois pas secouer le volant pour dire « ouais, je suis là ». Alors là, elle était en train de s'exciter un petit peu au niveau de la correction, au niveau du volant, parce que les lignes, tant la ligne discontinue à gauche que la ligne continue à droite, étaient moins visibles. Mais globalement, pour ce qui est de la conduite assistée, allez, je dois dire que ça fonctionne quand même pas mal. Qu'en est-il du bruit à 120 km/h? Ça reste, je trouve, raisonnable. Alors il y a un petit peu plus de bruit de vent, de bruit aérodynamique, mais ça reste, je trouve, acceptable, certainement compte tenu de la ligne qui est plutôt cubique de ce hashtag 5. Franchement, c'est pas mal. La direction est très agréable, Et la voiture, étonnamment, on est sur un volume qui est assez imposant,
mais c'est plus joueur que son cousin technique, le Zeekr 7X. C'est plus, je retrouve plus, alors toute proportion gardée, je retrouve plus les sensations un peu joueuses que j'ai dans la Renault 5 en ce moment, la Renault 5 que je conduis là pendant 6 mois. Je retrouve plus cet esprit un petit peu joueur, un petit peu chouette à conduire. On a envie de conduire, plus que le côté confort à tout prix, même si cette voiture est très confortable. Donc on a le côté confortable et le côté un petit peu joueur. Donc le compromis en termes de plaisir au volant, il me semble pas mal. Et là, de nouveau, je commence à me familiariser avec les pédales, la manière de réagir de cette voiture. Et voilà, je suis dans un petit embouteillage à la sortie d'autoroute et je parviens à ne pas utiliser du tout la pédale de frein, même avec la petite latence dont je parlais tout à l'heure. Voilà, je viens de faire une petite pause, je me suis arrêté, j'ai configuré correctement tous les menus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de menus et le faire en conduisant, c'est pas très safe, et puis ça accentue le fait que la voiture bip dans tous les sens, forcément. Donc je me suis arrêté, j'ai configuré tout comme je le souhaitais, et me voilà reparti depuis une dizaine de minutes maintenant, avec les réglages comme je les souhaite. Alors qu'est-ce qui va rester en mémoire d'un trajet à l'autre? Ça on le saura dans le grand essai, mais avec les choses réglées comme je le souhaite, eh bien je dois dire que ça se passe nettement mieux. Franchement, c'est l'heure maintenant de faire déjà un premier bilan concernant ce premier trajet. Il reste 10 minutes seulement avant d'atteindre ma première destination et je dois dire que le bilan, il est globalement très positif. La ligne de ce SUV est originale. Alors, ça plaira pas à tout le monde, mais c'est original. On a une voiture qui m'a l'air bien conçue, tant au point de vue de ses qualités dynamiques, c'est agréable à conduire, c'est un petit peu joueur, tout en restant super confortable grâce au siège. Et puis au niveau de l'intérieur également, au niveau de la présentation, franchement ça présente super bien. Alors c'est pas pour rien que Mercedes est quelque part un petit peu là derrière, ça se ressent, on a vraiment une belle présentation intérieure, de belles finitions, c'est relativement silencieux, ça l'est un petit peu moins là parce qu'on est sur une route qui est un petit peu rugueuse, mais globalement cette voiture est très silencieuse. Les aides à la conduite, le premier petit bémol viendra de la conduite à une pédale, le mode S-pédale, qui malheureusement, eh bien, quand on lève le pied de l'accélérateur, a une petite latence avant de, si on lève brutalement le pied, avant de freiner brutalement, avant de décélérer brutalement et donc de récupérer très fort l'énergie. Donc au niveau de la prise en main, c'est pas toujours très évident, mais qu'est-ce que je vais en penser après une semaine au volant? Eh bien, vous le saurez dans le grand essai. Ça, c'est le premier petit bémol. Alors, un petit point sur la consommation, sur ce premier trajet assez long. J'ai parcouru une bonne centaine de kilomètres, plus de 110 km à ce stade, et je suis à 18,9 kWh au 100, ce qui reste très raisonnable compte tenu de la masse, compte tenu du volume et du profil de ce gros SUV. 18,9, qu'en sera-t-il au terme de la semaine avec beaucoup de trajets, des démarrages le matin, etc., des remises à température? Eh bien ça, vous le saurez évidemment également dans le grand essai. Vous voyez là, petit virage serré, hop, ça redémarre très très bien. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir à bord de ce véhicule et je ne vais pas m'en priver cette semaine. Vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, faites-le maintenant et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Vous saurez tout dans le grand essai, c'est la prochaine vidéo que j'aurai l'occasion de publier sur Charging Station. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, franchement, allez-y et partagez autour de vous cette vidéo. Mettez un petit like, ça fait plaisir également. Vous êtes nombreux d'ailleurs à partager les vidéos de Charging Station et ça me fait énormément plaisir, ainsi qu'à toute l'équipe. Merci de votre fidélité et à bientôt.